Il est 6h46, Europe 1 vous répond, Samuel Etienne. Oui, Europe 1 qui vous l'a révélé en exclusivité hier matin. Le procureur de Paris l'a confirmé quelques heures plus tard. Mohamed Boulel, le tueur de Nice, s'était récemment abreuvé de vidéos violentes de Daesh sur Internet. C'est ce qu'a révélé l'examen de son ordinateur. Et les enquêteurs pensent que c'est sa fascination pour la violence qui l'a poussé à s'intéresser à Daesh. Alors question, peut-on lutter contre la propagation des images et des textes de l'État islamique? Est-ce qu'on peut pister les individus qui les regardent? Je reçois ce matin Jérôme Billois, expert en cybercriminalité du cabinet Wavestone. Bonjour Jérôme Billois et merci de nous rejoindre ce matin. Bonjour. Alors, parlons très concrètement. Si j'attrape le clavier de l'ordinateur qui se trouve devant moi et que je tape vidéo Daesh sur Google, est-ce que je vais tomber sur des images violentes et des vidéos de propagande? C'est un risque, effectivement, de tomber sur ce type de contenu, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, l'État islamique maîtrise malheureusement très bien les réseaux sociaux, maîtrise très bien Internet et l'utilise comme un outil de propagande, voire comme un outil opérationnel d'organisation de ses activités. Donc oui, c'est un risque qui est connu et un risque sur lequel, là, aujourd'hui, quand même, la majorité des acteurs agissent et essayent d'agir le plus vite possible. On ne fait pas rien, mais ce qui est mis en place actuellement pour empêcher d'accéder à ces contenus, manifestement, n'est pas efficace, à ce jour. Alors, la difficulté, c'est qu'on est dans le monde d'Internet. Le monde d'Internet, c'est quoi? C'est des dizaines de canaux différents pour accéder à de l'information. Vous avez des sites web, vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous avez YouTube, vous avez aussi des applications spécifiques, et puis après, vous avez du contenu en masse. Faut pas oublier que chaque minute, c'est 400 heures de vidéos qui sont ajoutées sur YouTube. Et donc c'est cette quantité énorme qui rend le contrôle difficile, c'est ça? Alors le contrôle, il peut être à plusieurs niveaux. Effectivement, et il y a déjà un premier rôle qui est celui de ce qu'on appelle les hébergeurs de contenu. C'est-à-dire, c'est justement les Facebook, les Twitter, les YouTube. Les géants d'Internet. Les géants de l'Internet qui, eux, je le disais, reçoivent un déluge d'informations et c'est ce qui fait aussi la richesse d'Internet aujourd'hui. Et donc, il y a une difficulté, c'est que eux, il faut qu'ils puissent détecter finalement le contenu qui lui est illégal d'après leurs conditions d'utilisation. Donc là ça repose aujourd'hui beaucoup sur de la déclaration, c'est-à-dire que c'est tout un chacun, les auditeurs qui écoutent ce matin, s'ils voient des choses, il faut qu'ils déclarent dans les sites que c'est du contenu illicite pour qu'ils puissent être bloqués après. Il y a une forme de mission citoyenne à assumer par rapport à ces contenus. Tout à fait, parce qu'on le voit, hein, même tout un chacun, souvent on reçoit sur Facebook des invitations de personnes qui ont des profils qui poussent des messages qui sont clairement illicites. Donc il faut les signaler tout de suite. Après, on voit aujourd'hui des évolutions qui justement vont être de l'analyse contextuelle. On va essayer d'analyser le contenu de la vidéo, d'analyser le contenu du texte qui est posté par des personnes pour détecter des choses qui peuvent être à risque. Donc là, ça veut dire, pardon, je reviens à ces géants de l'Internet, est-ce qu'ils ont mis en place des logiciels pour détecter automatiquement ces contenus à risque que vous évoquez? Alors c'est en cours, c'est des choses qui sont en train d'être étudiées, c'est des choses qui sont en train d'être regardées, mais là on touche à un sujet qui est complexe. Comment savoir si vous relayez une vidéo justement contre quelque part l'État islamique et sa propagande en disant attention, voilà ce qu'ils sont capables de faire, ne rentrons pas là-dedans, ou l'inverse. Ah oui. Et donc l'analyse sémantique qui consiste à analyser une phrase, à savoir comment les mots les uns à côté des autres veulent dire quelque chose, c'est quelque chose qui est très difficile et en tout cas on n'est pas sur du 100%. D'où la difficulté de contrôle automatique entre guillemets. Voilà, et les risques et les limites qu'on peut avoir, après on va tout de suite parler de censure, parce qu'on peut aussi, si ces mécanismes sont réglés un peu trop serrés, un peu trop forts, arriver à des logiques de censure. Donc l'équilibre est difficile à trouver. Alors il y a une loi récente, très récente, la loi de réforme pénale, adoptée fin mai, qui prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende jusqu'à 30 000 € pour le fait de consulter habituellement des sites internet qui incitent à commettre des actes de terrorisme ou encore des images qui en font l'apologie. Question simple, Jérôme Billois, est-ce que c'est une bonne loi? Est-ce que c'est un bon outil? Un outil extrêmement difficile à utiliser. Pourquoi? Parce que déjà, si vous devez définir ce que c'est que ces sites, et vous devez maintenir une liste des sites qui vont être considérés comme pouvant être punis lors de leur consultation. Mais c'est quelque chose de gigantesque, parce que justement, les Daesh et d'autres groupes savent créer des nouveaux sites en continu. Une fois que vous avez ça, ensuite, il faut que vous puissiez regarder tous les canaux où les gens vont consulter sur Internet. Donc, tous les téléphones mobiles, tous les PC, tous les cybercafés. C'est un travail de titan. C'est un travail de titan. Et puis derrière, on sait qu'aujourd'hui, il y a des moyens simples de s'anonymiser sur Internet
Internet. C'est très souvent utilisé par les cybercriminels. C'est pas compliqué. C'est malheureusement pas compliqué. Ça consiste à faire des rebonds. On le voyait dans les films d'il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement On fait courant. croire qu'on se connecte depuis un pays étranger. Vous partez de la France, vous allez vous connecter, aller en Thaïlande, vous rebondissez par l'Argentine et puis finalement vous allez sur le site que vous vouliez voir initialement. Donc il faut arriver à remonter ce fil, c'est quelque chose de quasiment extrêmement difficile. Anissa ? Oui, il y a des réactions sur Twitter avec le hashtag E1 matin. Un tweet de Laurent qui dit bien sûr qu'il faut condamner ceux qui regardent ces vidéos ou du moins ceux qui les partagent sur les réseaux sociaux. Voilà, vous venez nous expliquer que c'est très difficile de remonter jusqu'à eux. Et oui, alors ceux qui les publient, c'est déjà très difficile parce qu'ils savent bien se protéger. Et puis après, il y a des gens qui effectivement vont être les chambres d'amplification, qui vont les relayer. La difficulté, c'est de savoir quelle était l'intention du relais. Comme je l'évoquais il y a quelques minutes. Et puis derrière, voilà, est-ce que ce relais, c'est vraiment quelque chose qui doit être puni ? C'est extrêmement difficile à définir d'un point de vue juridique également. Si la loi qu'on vient d'évoquer, la loi de réforme pénale, n'est pas la bonne, en tout cas pas le bon outil, difficile à employer, quels sont les moyens, selon vous, qu'on devrait donner à la justice, aux enquêteurs, pour qu'ils puissent repérer ceux qui recherchent de telles vidéos sur Internet, comme Mohamed Boulel, par exemple ? Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, en fait, c'est une conjonction de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à Internet, la diversité, ce qui en fait aussi son intérêt et l'outil qu'on a tous les jours au quotidien, il ne faut pas décrier tout le temps Internet. On va devoir avoir une conjonction de moyens. Donc c'est à la fois effectivement les gens qui produisent ce contenu, essayer de les pister, parce que là, c'est clair que eux ont des activités de propagande. Derrière, des actions sur ceux qui vont relayer les contenus, que ce soit des structures type réseaux sociaux, voire certains sites web justement gérés plutôt par des structures de l'État islamique, où là on peut, et l'État a un texte déjà qui permet de couper l'accès à ces sites. Alors c'est aussi contournable, mais ça joue pour la sensibilisation et ça joue pour petit à petit rendre l'accès à ce contenu de plus en plus difficile. Notamment pour les plus jeunes des internautes. Voilà, ce qui est très très important. Parents qui nous écoutent ici, qui doivent bien sûr s'inquiéter. Je reviens à Mohamed Boulel, enfin. Les services de lutte contre le terrorisme auraient-ils pu repérer son activité suspecte sur Internet, qui manifestement était très récente, à la lumière de ce que vous venez de nous dire ce matin? J'ai le sentiment que vous allez me répondre non, c'était quasi impossible. C'est quasi impossible, c'est la microscopique aiguille dans une botte de foin gigantesque, parce que Internet est conçu comme ça aussi. Donc non, ça aurait été extrêmement difficile. Alors pour finir, je vous signale la une du quotidien L'Opinion, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est consacrée justement ce matin à cette question, radicalisation, le trou noir d'Internet. Le journal fait le constat que les lois adoptées sont trop récentes pour avoir fait leurs preuves, et c'est ce que vous nous avez expliqué ce matin. Merci beaucoup Jérôme Billois de nous avoir apporté votre éclairage dans Europe 1 vous répond, et bonne journée à vous. Merci.